Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Vidi Abba, alias la femme du ménage la plus célèbre de France, la reine de la serpillère. Je suis présente sur les réseaux sociaux pour valoriser ce métier d'homme et de femme et de ménage. Les éboueurs, voilà, les personnes qu'on appelle petites mains. Valoriser ces personnes-là, les sensibiliser parce qu'il y a de nombreuses. À chaque fois que je change avec les personnes qui exercent ce métier, elles portent un mauvais regard sur elles-mêmes. Ils disent toujours oui, je fais ce métier parce que je n'ai pas le choix. Et pourtant, ce métier, il est autant important que les autres dans la société. Mais aussi pour sensibiliser les consommateurs de ces services-là parce que beaucoup de personnes ont du mépris à l'égard des hommes et des femmes qui exercent ce métier. Donc pour sensibiliser, de dire que vous devez respecter ces personnes-là au même titre que vous respectez un avocat, un médecin, un journaliste, un expert comptable, un pilote, etc. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui, voilà, c'est le 8 mars, donc voilà, la femme est à l'honneur et je viens de tomber sur une vidéo, c'est un médecin qui parle de ses patients et il dit qu'il a fait un constat lorsque il s'agit d'un patient homme qui est marié. Son épouse reste toujours jusqu'au bout quand il s'agit des maladies incurables. Elle reste jusqu'au bout pour le soutenir. Elle est là à faire des sacrifices. Mais quand c'est l'inverse, l'homme a aussitôt fait d'abandonner. Donc il parlait de ça. Il disait que est-ce que les hommes aiment véritablement ou alors est-ce que ils se marient ou alors sont en couple uniquement pour bénéficier des avantages, c'est-à-dire ce que les femmes leur apportent. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je ne connais pas la psychologie de l'homme. Je vais parler de ces hommes-là et même de la pression psychologique que reçoit la femme. Et je vais parler de ces hommes-là en premier abord qui se plaignent du féminisme, qui disent que oui, en Occident c'est exagéré, il y a trop de féminisme, on protège déjà trop les femmes. Je ne dis pas que certains n'abusent pas, mais j'ai envie de rappeler l'histoire à ces hommes-là. Je prends le cas de deux pays, le Cameroun, qui est mon pays d'origine. Alors, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a moins de 20 ans, on a voté une loi, peut-être que ça fait plus parce que le temps passe vite, mais je suis certaine que ça fait, cette loi, elle a moins de 20 ans. On a voté une loi tout récemment, en tout cas au Cameroun, et cette loi permet aux femmes d'hériter au même titre que les hommes. C'est-à-dire qu'avant cette loi, la femme n'héritait pas. C'est-à-dire que quand une femme, voilà, quand elle partait en mariage, on lui disait, vas-y, ne reviens pas parce que tu n'as plus rien à faire ici. Et voilà, les frères restaient et puis ils héritaient et puis ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et ça faisait que les femmes se retrouvaient dans les foyers à devoir subir. Et il faut savoir qu'à cette époque-là également, quand il fallait faire un choix, quand on avait des enfants garçons et des enfants filles, quand il fallait faire un choix entre les deux, qui on devait envoyer en l'école, qui on devait financer les frais de scolarité, etc. Le garçon était toujours choisi parce qu'on partait toujours du principe que c'est lui qui allait, voilà quoi, qui allait faire prospérer la famille, que c'est lui qui allait assurer la continuité de la famille. Donc clairement, l'enfant garçon n'était pas mis au même titre que l'enfant fille. Quand une femme partait en mariage, si son mari décidait, elle n'héritait de rien, même si elle avait participé à l'acquisition des biens du couple. On a vu plusieurs fois hein, des veuves qui ont été chassées par la belle famille ou la belle famille qui est arrivée, qui s'est accaparée de tout. Bref, il y a tellement eu d'abus que certains pays ont commencé à prendre des dispositions pour protéger les femmes et protéger les veuves. J'ai échangé avec une dame parce que moi j'aime bien poser des questions et j'ai échangé avec une dame qui est d'origine marocaine. Elle tenait une épicerie dans mon ancienne ville où j'habitais et elle me disait, bon, j'échangeais régulièrement avec elle. Et donc un jour, elle m'a dit qu'au Maroc, il n'y avait pas très longtemps aussi pareil où le roi a fait voter une loi qui permettait également aux femmes d'être protégées, que ce soit les femmes mariées ou même les filles, parce que voilà, les filles, pareil, n'avaient pas droit à l'héritage une fois que le papa était parti. Alors, vous les hommes, quand vous êtes toujours en train de se plaindre que les femmes en font trop, je ne sais pas si vous êtes conscient des souffrances des femmes ou vous feignez ne pas en être conscient. Ma maman m'a raconté que dans son village, Itenga, donc elle m'a raconté que dans son village, quand un notable ou un chef décédait, généralement ils étaient polygames, donc on choisissait l'une des femmes qui devait l'accompagner. Donc, au moment de l'inhumation, donc on faisait descendre le corps et on choisissait donc l'une des femmes et puis hop, on la balançait dans la sépulture tel un caillou. Je ne sais pas si vous imaginez la violence des faits, de la situation, de la scène.
Et c'était comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, une dame qui était la femme d'un monsieur, et elle était d'origine, enfin, elle n'était pas originaire du village, et donc on l'avait choisie, parce qu'on choisissait toujours soit celle qui était la plus aimée, ou encore celle qui était la rebelle Donc on l'a dit, elle, comme elle n'a qu'un seul enfant, c'est elle qui partira, c'est elle qui va accompagner le roi, le chef. Et donc le jeune homme, il a eu vent de l'histoire, il est parti chercher une machette qu'il a limée et qu'il a dissimulée. Et au moment où on s'apprêtait à saisir sa maman il a coupé le bras, il a amputé le bras de la personne l'une des personnes qui avait saisi sa maman. Il a dit, personne ne touche à ma mère. Et bien évidemment, quand il a dit ça, les autres enfants aussi ont dit, personne ne touche à notre maman. Et c'est comme ça que cette pratique-là s'est arrêtée. J'ai une ancienne colocataire qui m'a raconté que son grand-père, pareil, son grand-père, hein, dans ses récents, qui avait plusieurs femmes pareilles. Et un jour, il a eu une altercation avec l'une de ses femmes, qui était dans la grand-mère de ma colocataire. Et pour la punir, il lui a amputé l'oreille. On est en 2025 et il y a encore dans certains pays des femmes qui subissent des choses inimaginables, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme des animaux. Et quand j'entends des hommes se plaindre que oui, les femmes sont surprotégées en Europe, même ici en Europe, les femmes, il n'y a pas très longtemps, étaient considérées comme des animaux. C'est-à-dire qu'une femme, elle ne pouvait pas aller voter, elle ne pouvait pas aller travailler sans l'autorisation de son mari. Quand on va par exemple en France, les plus grandes fortunes, il y a combien de femmes parmi? Quand on va les PDG, les chefs, les machins, les directeurs, même dans l'entrepreneuriat, on compte les femmes sur les bouts de doigts parce que les hommes ont toujours été avantagés et les hommes se protègent entre eux. Malheureusement, c'est ce que je déplore, c'est le manque de solidarité entre femmes. Mais il faut reconnaître, et vous les hommes, vous devez pouvoir faire preuve de bonne foi et reconnaître que vous êtes plus avantagés que nous. Parce que même quand il s'agit, moi dans mon équipe par exemple, le taux d'absentéisme des femmes est beaucoup plus élevé parce qu'à chaque fois que l'enfant est malade, ah non, je ne peux pas aller travailler parce que mon enfant est malade. Ah non, je ne peux pas, mon enfant a eu la fièvre, mon enfant a mal dormi. Et nombreux sont mariés, je leur demande souvent, mais que font vos époux? Bon, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans la vie privée mes collaboratrices, mais en fait, leur excuse c'est toujours, ah, j'espère que ça ne va pas me porter préjudice parce que je suis consciente que je me suis beaucoup absentée ces derniers temps, surtout quand c'est souvent en début d'hiver. Je me suis absentée parce que je dois m'occuper des enfants. Et la question que je leur pose souvent, mais dans ce cas, essayez d'alterner avec vos époux comme ça, ça ne va pas vous porter préjudice, même si je suis une femme et je ne vais pas je vais pas punir entre guillemets un salarié pour ça. Je sais qu'il y en a qui le font. D'ailleurs, même dans certaines boîtes, il y a des postes qu'on ne confie pas aux femmes qui ont des jeunes enfants parce qu'on sait que quand on a des jeunes enfants, ils ne sont pas encore autonomes, ils ont un système de santé fragile et donc la maman sera souvent amenée à être euh, absente. Il y a l'ancienne ministre Valo Belkacem qui l'a dit que quand elle appelait les femmes pour leur proposer des postes importants, elle déclinait toujours en disant non, il y a mon mari, il y a mes enfants. Mais quand c'était l'inverse, l'homme disait oui tout de suite. Il ne se posait pas des questions parce qu'il savait que derrière, sa femme allait supporter toute la pression psychologique. Elle allait s'occuper de gérer quoi, le déménagement, s'occuper des enfants. Bref, elle allait se débrouiller, elle allait s'organiser. Ça, c'est la première partie de ma vidéo. Je crois que je vais faire une deuxième. Peut-être que je vais la couper. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Ou peut-être la version de YouTube sera un peu plus longue et celle de TikTok, oui, je vais la réduire. Alors moi, je voulais parler de la pression, la pression que subissent les femmes en Afrique notamment. Je parle de l'Afrique parce que j'ai un peu fait le tour des pays africains et surtout, enfin, de quelques pays africains, notamment quatre. Et aussi, j'ai échangé avec des Africaines qui me parlent un peu, on a l'impression que c'est pratiquement la même chose, la pression que subissent les femmes en Afrique. Alors, ma maman, ça fait 9 ans, au mois de mars, là, que mon papa est décédé. Et à chaque fois que c'est l'approche de l'anniversaire du décès de mon papa, c'est le même discours. Ah, Michel, on tient Michel Angaou. Le prénom de mon papa, c'est Michel. Ah, on tient Michel Angaou. On tient Michel Angaou. Donc, pour dire, ah, depuis que Michel est décédé, depuis que Michel est parti, oh, j'ai plus goût à la vie. Ah, ma vie est devenue insipide. On parle de mon papa, hein, d'un homme que j'admirais au plus profond de mon âme. Tiens, Michel Angaou. Depuis que Michel est parti, ma vie est devenue insipide. Je n'ai plus goût à la vie. Parfois, tu lui parles d'un plat qu'elle aimait bien. Ah, moi, j'aime plus ce plat. Bon, depuis que Michel est mort, mais attends. Donc, il y a environ une semaine, elle était malade. Elle a reçu, je sais pas, 5 perfusions par là. Pareil, donc la tension qui a chuté. D'ailleurs, c'est elle qui m'a rappelé, parce qu'avec tous les problèmes que j'ai, franchement, avec les charges, les taxes, les taxes, honnêtement, je, je- ma tête chauffe pour autre chose.
Donc elle me dit, ah ouais, l'anniversaire du décès de ton papa approche, je ne suis pas bien. Je lui dis, tu sais maman, c'est pas en faisant ça que papa va revenir. Et c'est pas en faisant ça non plus que, euh, que tu prouves que tu l'aimais. Alors, comme elle me le sortait chaque année, et honnêtement, je ne supportais plus de la voir comme ça. Je lui ai dit, tu sais maman, si c'est toi qui étais partie, papa ne se serait pas gêné à se remarier. Et c'est pas faux. On parle quand même d'une femme qui, à un moment, dans une période de sa vie de couple, elle a avalé des couveaux parce que à un moment, mon papa, il a commencé à faire comme de nombreux hommes, c'est-à-dire, voilà quoi, il se prenait, je crois que c'était la crise de la quarantaine. Donc, elle a aussi eu son lot de problèmes. Alors, elle appartient à cette génération de femmes qui acceptaient tout, qui supportaient tout, qui prenaient sur elle, c'est-à-dire qu'elle a subi beaucoup de pression de sa belle famille. Et à un moment, j'ai dû faire un travail sur moi pour accepter que oui, à un moment donné de la vie de mon père, il n'a pas été un enfant de cœur. Et aussi que sa famille n'a pas fait de cadeau, que ce soit à lui-même, que ce soit à ma mère, donc à nous-mêmes aussi. Donc c'est vraiment aussi une procédure que j'ai dû, enfin, ça a été une longue procédure dans ma vie où j'ai dû accepter ça. J'ai fait un travail sur moi pour accepter que oui, malheureusement, que ce soit le sang de mon père, ou même accepter que oui, mon père a eu à faire des choses qui n'étaient pas correctes du tout vis-à-vis de ma maman, et que ça a eu un impact sur notre éducation, sur ma fratrie. Et même que sa famille, donc, que je portais le sang de ces personnes-là qui ont été parfois, qui ont fait montre de beaucoup de méchanceté, qui ont fait montre de froideur, que ce soit à son endroit, que ce soit à l'endroit de ma maman, et maintenant à, à un autre endroit, mes frères et ma soeur et moi. C'est pas facile qu'une personne puisse parler de son père comme je le fais, de pouvoir dire que oui, je reconnais que mon père avait un côté flamboyant, mais il avait aussi un sombre côté. Donc, c'est pas facile. Donc, je vous invite à faire ce travail-là, c'est très important parce que ça vous libère, mais aussi ça vous amène à vous accepter, mais aussi peut-être à pardonner ou à avancer dans la vie quand vous pensez à vos parents, de pouvoir vous dire que oui, malgré tout l'amour que je porte à mon père, malgré tout l'amour que je porte à ma mère, elle a peut-être fait des choses qui n'étaient pas bien, s'est peut-être mal comportée, elle a peut-être été une maman toxique, il a peut-être été un papa toxique, etc., etc. Parce que parfois, c'est souvent, on rentre dans un déni parce qu'on s'est dit non, on place nos parents sur un piédestal qu'à un moment, on s'est dit non, c'est pas possible, mon père n'était pas capable de faire ça, et pourtant si, bah, il a été capable de faire ça, ou non, ma maman n'était pas capable de faire ça, et pourtant si, elle en était capable. Donc, je lui ai dit ça, qu'écoute maman, c'était mon père, mais je trouve que tu en fais trop. Et peut-être que peut-être que j'ai été un peu dure dans mes propos, mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends en fait qu'elle appartient à cette génération de femmes où on leur disait que pour être considérée comme une bonne femme, comme une bonne épouse, il fallait endurer, il fallait supporter, en fait, il fallait vraiment prendre sur soi, ressentir la douleur au plus profond de soi, jusque dans la moelle épinière. Ce n'est que comme ça qu'on était valorisé, ce n'est que comme ça qu'on était considéré comme une bonne épouse. Et pourtant, moi, je ne partage pas du tout cette vision-là. Je ne pense pas que pour qu'on se sente bien, pour qu'on soit en harmonie avec soi-même, on doit accepter n'importe quoi dans sa vie de couple. Bon, ça c'est sa génération à moi, parce que ça c'est sa génération à elle, parce que la mienne, je lis un peu les histoires, j'écoute un peu les dames dans les réseaux sociaux, et il y a de plus en plus de femmes qui disent qu'elles assument leur célibat. Alors, est-ce que c'est vrai, ou ce sont juste des commentaires qu'elles laissent sur les réseaux sociaux? Bref. Donc, la pression que les femmes africaines, je parle des femmes africaines, subissent, parce que je sais que les occidentales, elles ne sont pas comme ça. La pression que les femmes africaines subissent font que, même quand elles ont la légitimité de se reconstruire, peut-être de se remarier, elles refusent de le faire parce que elles sont toujours dans cette posture-là. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que la société va penser de moi? Qu'est-ce que ma belle famille dira de moi? Même quand elle a vécu des choses horribles, comme c'est le cas de ma maman, toujours en train de dire qu'est-ce que ma belle famille va penser de moi. Et ça fait que les femmes, même quand elles se retrouvent veuves, elles s'oublient. Moi, j'ai plusieurs veuves autour de moi. Certaines, il y a par exemple une maman qui est restée veuve. Elle avait 39 ans, elle ne s'est jamais remariée. Dès que son mari est décédé, elle a dit ok, je me consacre à mes enfants, je vais m'occuper de mes enfants. On ne lui soupçonne même pas un petit amant au quartier, c'est pour vous dire. Il y a un célèbre pasteur, son épouse est décédée il n'y a pas très longtemps, et moins de 2 mois après les obsèques de son épouse, il a dit clairement que son épouse n'était pas Jésus et qu'il allait se remarier. D'ailleurs, ça a créé un bad buzz où il y a certaines personnes qui ont voulu essayer de l'excuser en disant que oui, c'est parce qu'il faisait une dépression. Mais la vérité, c'est que les hommes, dès qu'ils perdent leur épouse, allez hop, ils tournent la page
et puis passe à autre chose. Les hommes le font très avec une facilité déconcertante, alors que les femmes sont toujours, ah non, je viens de prendre l'exemple de maman, ça fait 9 ans, mais à chaque fois, elle pleure. Et ce n'est pas qu'à l'approche de l'anniversaire de mon papa, elle le fait, même lorsque j'ai des discussions avec elle, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, et puis j'aime bien faire le Congo, ça avec ma maman, c'est ma pote, donc on commence à parler de tout et de rien, enfin, ceux qui ne savent pas le Congo, ça c'est le commérage, on parle de tout et de rien, j'en profite pour lui poser des questions, parce que ma maman c'est ma coach aussi, et puis elle va me glisser un truc comme ça. Oh, Michel, Michel, une fois, un tient un Ou parfois elle me dit, oh, je vais pas bien dormir cette nuit parce que je vais penser à Michel. Alors vous me direz certainement, oui, Annick, c'était ton père, mais c'était son époux. Tu sais pas ce qu'ils ont partagé ensemble. Quand mon papa est décédé, ils avaient plus de, je crois, 45 ans de mariage. Donc vous me direz, oui, c'est son époux, ils ont passé des moments, ils vous ont eu, ils ont bâti des projets, etc. Je suis d'accord, mais sauf que si ça avait été l'inverse, le gars, il se serait remarié maximum un an plus tard. Maximum un an plus tard. Et je ne sais pas pourquoi, quand c'est les femmes, elles sont toujours là à pleurnicher. Bon, j'ai essayé de trouver des éléments d'explication ou des éléments de réponse. Est-ce que les femmes méritent ça? Est-ce qu'elles méritent que même après le décès de leurs époux, qu'on continue encore à les faire culpabiliser pour leur choix de vie ou qu'on continue à les condamner quand elles veulent aussi être épanouies? Est-ce que la vie d'une femme devrait s'arrêter parce qu'elle est devenue veuve ou son épanouissement? Moi, c'est des questions que je me pose et honnêtement, si moi je me retrouvais à la place de ma maman, oh là. Bon, c'est vrai qu'elle avait quand même, je crois, 63 ans quand mon papa est décédé. Vous me direz qu'à 63 ans, elle est vieille. Mais sauf qu'il y a des hommes à 63 ans qui cherchent des gamines de 20 ans. Allez sur les sites de rencontres, vous allez voir des hommes de 75 ans qui cherchent encore des gamines. Et parfois même, ils précisent, je veux une femme qui a 25 ans. Ils ont des critères, mais incroyables. Ah, les hommes, franchement, vous êtes extraordinaires. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, puisqu'on est le 8 mars, on célèbre la femme, on motive la femme à se prendre en main, à se revoir, à se redécouvrir, à se reconstruire. Et je pense que tout ça fait partie justement de ce qu'on doit dire à la femme que oui, le mariage c'est très bien, mais c'est pas parce que malheureusement, parce que la vie décide, ou je sais pas, les ancêtres ou Dieu ou la nature décide que tu te retrouves veuve, que tu dois t'oublier ou encore celles qui restent dans les foyers, mais bon, je pense que ça tend à disparaître, celles qui restent dans les foyers parce qu'il faut faire plaisir à la société, ça aussi c'est révolu. Elle le faisait à une certaine époque parce que elle n'était pas souvent scolarisée, elle le faisait parce que elle n'avait pas la politique de les moyens, c'est-à-dire sur le plan financier. Elle le faisait parce qu'elle subissait la pression de la famille, mais surtout elle le faisait parce que les lois ne les protégeaient pas parce qu'une fois les femmes voilà une fois qu'elles étaient veuves, on a vu des cas où les veuves ont été expulsées ou parce que la belle famille est venue s'accaparer de tout. On a vu des cas où dès qu'une femme divorçait, elle n'héritait de rien, enfin elle ne bénéficiait de rien, il n'y avait aucun partage des biens parce que on partait du principe que comme elle était femme au foyer, elle n'a pas contribué et pourtant être femme au foyer, je vous assure, c'est un travail, ça prend énormément de temps. Quand votre mari rentre et qu'il trouve que vous êtes occupé des enfants, de la maison, c'est un travail à plein temps. Donc il y avait tout ça qui faisait que oui, les femmes de la génération de ma maman étaient obligées de rester dans le foyer parce qu'elles n'avaient pas le choix. Parce que voilà, elles n'avaient pas le choix, mais celles de ma génération et des générations futures, enfin celles qui succèdent la mienne, nous, on ne peut pas aujourd'hui justifier le fait que soit on reste, une fois qu'on reste veuve, qu'on ne veuille plus se reconstruire parce qu'on a peur du regard des autres, ou encore qu'on doit accepter l'inacceptable en restant dans des foyers toxiques parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Honnêtement, les lois nous protègent, même si ce n'est pas encore effectif dans certains pays africains, mais on voit quand même les choses qui changent. Les femmes sont scolarisées, elles sont de plus en plus autonomes, euh, elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Bref, le contexte aujourd'hui fait que les femmes, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a une grande amélioration, même si il reste beaucoup de choses à faire parce qu'il y a encore des pays où la femme est encore considérée comme une serpillière. Il y a des pays où elles sont encore vraiment considérées comme du bétail, où elles sont voilà, parfois vendues, comme je l'ai dit, hein, comme du bétail, pour peu qu'un homme s'amène avec deux moutons, et hop, ton papa te dit voilà, c'est bon, on te donne en mariage. Je ne parle pas des mariages forcés, toutes ces choses-là. Mais il y a une grande amélioration. Aujourd'hui, on a accès
à l'information, on a accès voilà, aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de partage. Moi, par exemple, j'ai dit que je considère maintenant aussi TikTok, mais avant, je considérais YouTube comme une université où il y a des contenus qui m'ont énormément aidé et qui continuent à m'aider. On a aujourd'hui des podcasts où des gens sont en train de partager leurs expériences, des contenus mais vraiment très édifiants qui font qu'aujourd'hui, la femme instruite n'a plus euh, d'excuses en fait pour se prendre en main, pour refuser d'être considérée comme un objet, d'être un sacrifice pour l'épanouissement de l'homme. Et même pour, je vais certainement faire une autre vidéo pour en parler, pour dire à la femme que même il faut contrôler ses maternités. Ne faites pas les enfants pour faire plaisir aux hommes, faites des enfants parce que vous êtes prête à pouvoir vous en occuper parce que vous avez les moyens de votre politique. Ne faites pas les enfants parce qu'un homme vous demande d'en faire. Parce que tout ça aussi faisait que les femmes se retrouvaient malheureusement prisonnières dans les foyers. Parce qu'une fois que vous avez 5 enfants et que vous n'avez pas de revenus, vous faites comment? Vous êtes obligé de rester avec un mari qui vous détruit à petit feu et bien évidemment par ricochet détruit vos enfants. Voilà ce que je voulais partager avec toi qui tombera sur cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse et joyeuse fête de, voilà, de la femme à toutes les femmes du monde. Tchuss.